We're about to start. Your Excellency, President Macky Sall of the Republic of Senegal, ministers here present, ambassadors, pension fund leaders, sovereign wealth fund leaders, business leaders, members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very warm welcome to you, and a particularly warm welcome to our colleagues from the US delegation led by NASP and USAID and PPI. Mr. President, we're delighted to welcome you here on behalf of Africa Investor, and Africa 50 will also make their welcome remarks to you also. Over the last 2 days, we've mobilized some keen and key support to highlight the interest that the institutional investment community has in not only infrastructure projects in Africa, but the broader agenda which you so ably lead as the chair of the HSGOC committee, the Heads of State and Government Orientation Committee of the African Union. So we are very pleased that you can make time from your schedule. Is everyone in possession of one of these devices? Maybe I should ask, is anyone not in possession of one of these devices that needs it? Okay. Okay. I was about to tell you that English is on channel 1 and French is on channel 2. Okay, thank you. Wonderful. So, Your Excellency, I was addressing the issue that we are very delighted to have you with us, and that we have a broad group of institutional investors from both the continent and the United States of America who have expressed a strong interest to learn more about the work of the heads of state on the continent. And so we're delighted to have you here in your capacity, not only as the President of Senegal, but also in your capacity as the chair of the Heads of State and Government Orientation Committee, which represents over 20 heads of state that you lead and direct on programs such as NEPAD. And we know that within NEPAD there's a cross-sectoral focus on a number of different projects. Of particular interest is infrastructure and mobilizing institutional investment, development finance, as well as private sector capital into the asset class, and that's what the conversation has been today. So in partnership with Africa 50, we're delighted to host you, and I'm now going to call on Alan just to welcome you before your keynote address. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Hubert. Your Excellency, honorable ministers, distinguished guests, a special welcome to the U.S. delegation of pension fund and money managers. It's really a great honor to have His Excellency President Macky Sall of Senegal with us here today. Senegal, as I am sure many of you will agree, is one of Africa's great success stories, and His Excellency, one of our continent's most inspiring leaders. With the launch of his plan, Sénégal Émergent, PSE, an ambitious initiative to elevate Senegal to an emerging country economy by 2035, His Excellency focused attention on 3 key priorities for growth and improvement: social services, increased production capacity, and perhaps more importantly, good governance. In 2015, the full year of the implementation of the government's reform agenda, real growth accelerated to 6.5% from 4.3% in 2014 and 3.6% in 2013. In particular, increased agricultural output accounted for 2.2% point of the overall GDP growth. Last year, Moody's Investor Services affirmed Senegal B1 government bond and issuer ratings, citing Senegal's history of political stability and track record of macroeconomic stability, as well as its prospect for
improved creditworthiness derived from stronger growth potential, ongoing structural reforms, and fiscal consideration efforts. Under President Macky Sall's leadership, Senegal is clearly focused on attracting private investment and developing public-private partnerships, particularly in the infrastructure sector. The country has a very solid track record in implementing private sector-led projects. In the energy sector, for example, with the successful implementation of projects such as Tobin Power, Cap des Biches, and other projects in the renewable space. I worked with President Macky Sall when he was Minister of Energy. I can assure you, I can confirm that already back then, many years ago, President Macky Sall was a very strong promoter of private participation in the energy sector. Of course, there are many other examples of successful public-private partnerships in the infrastructure sector in Senegal, and perhaps you will get to know about some of those projects in the speech of President Macky Sall or later. There is no doubt that President Macky Sall's vision, articulated in the Plan Sénégal Émergent, is catalyzing economic growth in a more inclusive manner by upgrading the country's infrastructure, improving the business environment to foster private participation, and providing political support to strategic sectors. Senegal has and will continue to attract meaningful interest and investment, which, along with improved public governance, will surely see Senegal maximize economic benefits and minimize fiscal costs. In closing, at Africa 50, we stand ready to support President Macky Sall's vision and help implement it in the infrastructure sector. First, starting with the Malikunda Independent Power Project, IPP project, that Africa 50 and Senelec, the electric utility, are developing at the request of President Macky Sall. So, without further delay, let me stop here and give the floor to His Excellency, President Macky Sall, my dear brother, for his special presidential address. Thank you. Thank you very much, Alain Ebobisse. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to share this morning my time to have some discussion with all the investors, particularly the American pension funds and other private funds. So let me first switch to French because, as you know, I will be more comfortable on that way. Alors, je voudrais d'abord remercier M. Alain Ebobisse, le CEO de Africa 50. Africa 50 qui a été mise en place par les Africains sur la base du constat que nous avions des contraintes pour le développement de l'investissement privé en Afrique. Nous avions beaucoup de projets d'infrastructures, mais nous butions toujours sur les études de faisabilité et surtout, au moment où nous faisions la promotion de l'investissement, nous n'avions pas assez d'études prêtes et des projets bancables. Africa 50 va aider à lever ces contraintes grâce au soutien de la Banque africaine de développement, de nos États, et Africa 50 pourra agir en interface entre l'investissement, les investisseurs privés et les États africains. Donc Alain, je voudrais le remercier. Il l'a dit, nous nous sommes connus il y a à peu près 15 ans, 14-15 ans. J'étais ministre de l'Énergie, il était en charge du département à la SFI, et dans le groupe de la Banque mondiale. Et depuis lors, je sais qu'il s'est beaucoup battu en Afrique pour le développement des partenariats publics-privés dans le domaine de l'électricité en particulier. Alors, nous sommes réunis à Durban aujourd'hui à l'occasion de cette 27e édition
du Forum sur l'Afrique pour échanger sur nos expériences et aussi sur nos projets, sur comment réaliser une croissance inclusive en Afrique. Et répondre à cette question, c'est nous interroger d'abord sur les défis qui freinent les perspectives de croissance du continent africain. Nous reconnaissons tous que la faiblesse des infrastructures est un obstacle en Afrique, un obstacle réel pour libérer le potentiel économique, développer le commerce et fournir les opportunités d'une croissance forte et bénéfique aux populations. L'Union africaine, à travers le NEPAD, y travaille grâce à l'élaboration d'un programme africain à l'échelle du continent. Il s'agit du PIDA, Programme de développement des infrastructures en Afrique, qui est bien lancé avec, d'ailleurs, dans certaines parties du continent, la réalisation et même le parachèvement de certains des projets du PIDA, à travers ce qu'on a appelé quelques projets phares de l'initiative présidentielle de promotion des infrastructures, initiative dirigée par le président Jacob Zuma d'Afrique du Sud. Aussi, nous avons, je l'ai indiqué tantôt, lors du sommet sur le financement des infrastructures en Afrique tenu à Dakar en 2014, nous avions identifié les goulots d'étranglement qui constituent les obstacles à la réalisation des projets d'infrastructure. Alors, à ce titre, le renforcement de nos capacités, les capacités africaines internes, dans la préparation des projets, je l'ai dit, la mise en place d'un environnement des affaires favorable à l'initiative privée, avec tout ce que ce package constitue comme gouvernance, état de droit, réforme fiscale, réforme dans tous les sens. Alors, nous avons essayé de bâtir avec la Banque africaine de développement et tous les États ce mécanisme d'Africa 50, dont l'objectif est d'apporter une solution à l'obstacle de financement et donc de pouvoir développer ce partenariat public-privé. C'est pourquoi je voudrais encourager les groupes financiers, les fonds de pension. Je leur dirais que l'Afrique aujourd'hui est une destination pour laquelle ils n'ont pas besoin d'avoir peur. L'Afrique aujourd'hui est une destination d'investissement où la sécurité des investissements est garantie. Puisque dans la plupart des 54 pays africains, l'état de droit se développe et se consolide de jour en jour. La démocratie se consolide de jour en jour. Et le cadre de l'investissement privé a été défini dans la plupart de nos États, où les règles sont claires. Et donc, vous verrez aussi que les pays africains, malgré leur situation économique, sont quand même de bons payeurs. Ils payent leurs dettes et ils respectent leurs engagements. Le seul problème de l'Afrique, c'est le problème de l'accès au financement à longue durée. C'est ça notre problème. Nous avons besoin de financement étalé dans le temps. Autrement, le service de la dette va être difficile pour que les États soient capables, justement, de pouvoir assumer toutes leurs responsabilités. Donc ici, il s'agit de faire l'apologie du partenariat public-privé. Que ce soit dans les concessions d'autoroutes, que ce soit dans la production, la distribution d'électricité, que ce soit dans les systèmes de transport. Nous venons de lancer un projet de train électrique au Sénégal qui sera réceptionné dans 2 ans exactement. Les travaux ont démarré. Il faut des concessions d'exploitation de ces chemins de fer
il faut des concessions d'exploitation, des aéroports, des ports, des autoroutes. Donc nous avons besoin absolument que le secteur privé international ait confiance en Afrique. L'Afrique n'est pas plus dangereuse que le reste du monde en termes de risque sur l'investissement. Loin s'en faut. Et le retour sur investissement est de loin souvent le plus important sur le continent. Nous avons également pu mettre en perspective avec la 3e conférence internationale sur le financement du développement tenue à Addis Abeba, cette vision qui permettrait à l'Afrique de mobiliser des ressources de financement innovants. C'est justement le financement public-privé, entre autres. Le Sénégal, en ce qui le concerne, a mis en place un vaste programme de renforcement de son réseau d'infrastructures autoroutières et routières de dernière génération. Actuellement, mon gouvernement a engagé plus de 25 projets majeurs sur un linéaire de près de 1000 km de routes, la construction de ponts de désenclavement et surtout la connectivité entre le milieu rural et le milieu urbain pour permettre l'évacuation des productions agricoles vers les marchés. Mais au même moment, nous développons des infrastructures autoroutières qui permettent également d'accélérer la mobilité en milieu urbain. Ainsi, nous avons lancé, et c'est en cours, plus de 190 km d'autoroutes qui seront réceptionnées d'ici l'année prochaine pour venir compléter déjà les 70 km entamés il y a 5-6 ans. Et ça, ce sont des projets nouveaux chez nous, parce que ce sont des autoroutes à péage. C'est nouveau dans le concept africain, mais on voit bien, quand on vient au Sénégal, que le concept d'autoroute à péage est rentré dans les mœurs et que donc l'Afrique peut absolument apprivoiser, adapter tout ce qui se fait de meilleur dans le monde. Au total, sur l'année 2017, nous avons, entre les projets routiers et autoroutiers, 72 projets qui vont être réalisés pour à peu près un investissement global de 4 milliards de dollars. Alors, si vous prenez le cas du Sénégal, qui est un petit pays par la superficie, même par l'économie, qui peut mettre autant sur peu de temps, imaginez le continent africain dans sa globalité. Hier, j'ai mis 9 heures de Dakar à Durban. C'est beaucoup plus que Dakar-New York. C'est vous dire la taille de l'Afrique. Et je n'étais pas à l'autre sommet, j'étais en Afrique de l'Ouest. Il me faut 3 heures pour être à Tanger. Le continent est vaste, a de vastes besoins d'investissement. Et tout est à faire en Afrique. Tout est à construire. Donc il faut que nous puissions ensemble travailler la main dans la main pour que la destination en matière d'investissement en Afrique soit quelque chose de viable, que les Africains eux-mêmes puissent travailler à améliorer le cadre des politiques, à améliorer également le cadre de l'investissement privé. Puisqu'on le voit bien, l'investissement public ne saurait prendre en charge les besoins du continent, le seul investissement public. Nous lançons, nous amorçons, mais il faut attirer l'investissement privé pour permettre justement d'atteindre nos objectifs de croissance, d'emploi et de prospérité. Dans le cadre de la politique d'infrastructure que je viens d'évoquer pour le Sénégal, j'ai lancé la construction et la réhabilitation du chemin de fer, qui constitue une priorité pour nous. Puisque le continent africain, justement, s'il veut développer le commerce en son sein, il lui faut bâtir les voies de communication, les routes, les autoroutes, les chemins de fer entre pays. Je ne parle même pas du transport aérien, qui est vraiment un besoin énorme en Afrique. Je ne parle pas du transport maritime, mais il faut que par le chemin de fer, par les routes, que nous puissions échanger. Que la marchandise sud-africaine ne s'arrête pas seulement dans
zone SADC, mais qu'elle puisse accéder également en Afrique centrale, que l'Afrique centrale commerce avec l'Afrique de l'Ouest, commerce avec l'Afrique de l'Est. Donc nous avons besoin aujourd'hui de la réhabilitation du chemin de fer, par exemple Dakar-Bamako, construit en 1922, aujourd'hui qui a besoin d'être renouvelé. Et pour cela, bien entendu, nous avons besoin en particulier des ressources du secteur privé africain. Et c'est là où je lance un appel aussi au privé africain qui doit investir davantage sur l'infrastructure en Afrique et au secteur privé international. Ceux qui veulent investir sur du long terme ont la perspective, le cadre de l'investissement pour sécuriser un investissement sur 20 ans, 30 ans. Et je pense que c'est à ce niveau où nous avons besoin aujourd'hui de travailler avec vous. Alors je ne parlerai pas du train express régional de Dakar qui va relier le nouvel aéroport international qui va être exploité par 2 sociétés turques. Et c'est dire aussi que nous sommes des pays ouverts. L'Afrique est ouverte au monde. L'Afrique n'est pas une chasse gardée, elle est ouverte. Nos pays sont ouverts à tout investissement, qu'il s'agisse d'un investissement asiatique, américain, européen, africain. Il faut que tout le monde accepte aussi cette ouverture de l'Afrique. Donc là, nous avons un aéroport international qui sera exploité par des Turcs, des entreprises turques, et nous avons mis un train électrique entre ce nouvel aéroport et Dakar. Et nous sommes en train de rechercher des financements importants pour la réhabilitation du vieux chemin de fer Dakar-Bamako en concertation avec les autorités du Mali. D'ailleurs, ce projet est un projet majeur du PIDA qui reliera Dakar à N'Djamena et après jusqu'à Djibouti pour un vaste corridor routier et route-rail afin que cette transafricaine puisse également connaître le jour. Alors, ici, je voudrais vraiment m'arrêter pour faire l'apologie du partenariat public-privé. Le seul secteur privé ne peut pas développer l'infrastructure majeure, c'est clair, mais l'investissement public seul aussi ne permet pas de financer et de développer, d'exploiter de manière convenable. Donc, il nous faut bâtir le cadre du partenariat public-privé. Et cette stratégie du partenariat public-privé doit être encouragée par une amélioration du cadre de l'investissement en Afrique, à travers notamment la mise en place d'un cadre juridique, institutionnel et réglementaire favorable. Alors, les réformes sur l'environnement des affaires sont bien engagées au Sénégal. Évidemment, c'est la base. Il faut que nos États fassent l'effort aussi de faire la promotion de l'État de droit, que l'investissement privé également se sente sécurisé dans sa protection. Alors, les réformes sur l'environnement des affaires, sous mon impulsion au Sénégal en tout cas, ont permis d'adopter le programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité, le PREAC, dont l'exécution a permis de rénover les principaux instruments qui régissent le cadre des affaires en l'adoptant aux normes internationales. Nous avons ainsi un code de douane, un code des impôts, un code de procédure civile, une législation sur les industries extractives et une adhésion également à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE. Et nous travaillons dans le cadre des réformes communautaires au sein de l'UEMOA, qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, au sein également de la CEDEAO, qui est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et dans tous ces cadres communautaires, nous essayons de bâtir des convergences dans nos politiques et d'harmoniser nos législations afin d'avoir un cadre attractif. Nous avons aussi engagé des réformes dans le domaine de la justice commerciale.
les facilités dans la création des entreprises, dans le transfert de propriété, dans le développement de zones économiques exclusives aujourd'hui avec une législation adaptée, tant pour la législation du travail que sur la réforme du secteur de l'électricité, où nous permettons aujourd'hui aux entreprises qui investissent dans les zones économiques de disposer elles-mêmes et d'avoir la liberté de contracter pour la production de leur électricité. Donc le monopole de l'acheteur unique, nous l'avons levé pour les zones économiques et ça c'est extrêmement important, il y a à peu près un mois et demi. Donc c'est dire que nous faisons tout pour, en tout cas, le développement de l'investissement privé et nous sommes en train de finaliser les réformes structurelles d'envergure dans le domaine du foncier, puisque le foncier, si nous voulons développer l'agriculture africaine, il nous faut en effet engager une réforme foncière. Mais la réforme foncière, nous devons l'engager avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'appréhension. Parce que nous connaissons ce qui s'est passé dans la plupart des pays, surtout ici en zone SADC. Et donc, nous devons permettre au capital privé qui veut investir dans l'agriculture et dans l'agrobusiness de pouvoir disposer du foncier sécurisé tout en ne spoliant pas les terres africaines aux Africains. Donc c'est une équation qu'il faut résoudre et qu'on peut résoudre ensemble. Et nous sommes en tout cas, nous venons de terminer cette réforme foncière. Nous sommes en train de la mettre en application progressivement pour éviter justement de sauter des étapes. Aujourd'hui, lorsqu'un investisseur dans le secteur de l'agriculture se présente, en relation avec les communautés, nous pouvons bâtir des superficies, lui donner le bail qui lui permette de lever son financement et de travailler, c'est beau en général de 40 ans, mais la propriété ne peut pas être transférée. En tout cas, pour le cas du Sénégal, la terre appartient à la nation sénégalaise, n'appartient même pas à l'État. Mais l'usage peut être donné avec toutes les garanties juridiques sans pour autant privatiser la terre. Et je crois que nous pouvons, à partir de ce modèle, développer l'investissement privé en matière agricole et en matière agrobusiness. L'autre appel, pour terminer, que je ferai en direction du secteur privé international, est de l'inviter à saisir ces opportunités d'investir dans les infrastructures en Afrique. Je vois ici Mme Tass, qui connaît aussi le Sénégal, dans une vie antérieure. Elle a participé au financement de l'aéroport international Blaise Diagne et aussi dans le financement de centrales électriques dans le cadre de PPP. Je pense que si vous visitez ces pays africains, vous devez en tout cas vous rendre compte qu'il n'y a pas véritablement de risque particulier. Mais l'Afrique, il faut être patient. Ça aussi, c'est l'autre caractéristique. Vous devez être patient parce que nous, Africains, nous avons le temps avec nous. On n'est pas pressé. Et vous, vous êtes pressé. Vous êtes trop pressé, c'est le temps. Vous avez, comme disait l'autre, vous avez les montres, mais vous n'avez pas le temps. Mais nous, on n'a pas de montre et on a tout notre temps. Donc, soyez patients sur la nécessité d'essayer de comprendre comment les mécanismes fonctionnent. C'est ça le problème. L'Américain, lui, time is money. En Afrique, ce n'est pas du tout un théorème qui marche. Il faut prendre le temps de comprendre et d'investir durablement et de rester durablement. Donc, c'est vraiment là où je pense que nous devons, grâce à Africa 50 et à d'autres qui connaissent le continent, essayer de mettre en link les gens, parce que les philosophies ne sont pas les mêmes, les cultures ne sont pas les mêmes, mais nous avons la même ambition, c'est d'investir, de développer les affaires pour vous, le continent pour nous et la prospérité partagée ensemble. Donc, voilà ce que je voulais dire en vous disant que vous êtes les bienvenus au Sénégal. Nous avons lancé beaucoup de projets IPP sur l'énergie, sur les infrastructures, sur les télécommunications, sur le port et les aéroports. Mais je parle ici au nom de toute l'Afrique et je pense que c'est sur l'ensemble du continent que vous pourrez développer les affaires et vous êtes encore une fois les bienvenus en Afrique. Je vous remercie.
Okay. Okay, well, maybe we, sorry. So thank you very much, Mr. President, for this special address. I think we, if that's okay, Mr. President, we can take one or two questions from the audience. Or more, I don't care. The President said or more, but we are actually also running a bit short of time. But I think that just to engage with the President, if there are any questions from the audience, maybe I would start with one question in case there is nobody from the audience who has a question. But if there's any question from the audience, they will take precedence over me. So the question that I guess I would ask you, Mr. President, before one or two people in the audience would ask, is whether you can maybe outline your vision for the electricity sector, because this is a sector where Senegal has basically been a leader in attracting private investment in the energy sector. And when you were Minister of Energy, back then you were already thinking about bringing private sector participation in the power sector. So for these developers here, for the investors, for the pension funds, maybe you can share what is your vision, how do you see the power sector of Senegal evolving? Merci beaucoup. It's okay. Voilà, merci beaucoup. Alors, le secteur électrique au Sénégal a été caractérisé par, évidemment, la faiblesse des capacités productives pendant de nombreuses années, puisque nous avions un système entièrement thermique. Le Sénégal n'était pas jusque-là un pays pétrolier, encore moins gazier. Ce n'est qu'en 2015 que nous avons eu d'importantes ressources gazières mises en évidence. Et donc nous travaillerons pour faire la conversion gaz to power. Mais nous avions donc un système basé sur le thermique, principalement du fuel et même du diesel. Et il a fallu, en 2012, bâtir une stratégie nouvelle fondée sur le mix énergie. Un mix qui diversifiait un peu les sources afin de réduire la dépendance vis-à-vis du seul produit donc pétrolier. Et ce mix nous a permis, en très peu de temps, non seulement de lancer aujourd'hui, au moment où je vous parle, plus de 100 MW de solaire, qui sont aujourd'hui aussi compétitifs, sinon plus compétitifs que le thermique. Parce que le solaire, il faut le dire, a évolué très rapidement. Aujourd'hui, avec le solaire, on est autour de 42, 43, 45 francs, 45 francs CFA, ce qui donne à peu près 40 cents à 50 cents. Hein? 7 cents. 7 cents. Per kilowatt. 7 cents per kilowatt hour. Or, avec le diesel, je n'ose même pas dire, on était à plus de 15 cents. Avec le fuel, on est autour de 12 cents. Donc vous voyez bien que le solaire, en très peu de temps, a pris le relais et est devenu plus compétitif. Mais le solaire, c'est une énergie intermittente. Donc, autant on en aura, il faudra aussi des capacités additionnelles pour le soir. Ou alors des batteries. Bon, tout ça fait que nous avons aussi développé le wind power, l'éolienne, et certains pays, bon, pour le cas du Sénégal, nous avons diversifié dans l'éolien. Là, nous avons 150 MW qui vont démarrer. Et nous continuons sur le thermique, mais du thermique en dual fuel. C'est-à-dire que pour préparer l'arrivée du gaz, et en 2021, en principe, nous devrons tout convertir vers le gaz pour toute la partie thermique qui est utilisée. Alors, pour la première fois depuis toujours, nous venons de baisser le prix à l'électricité, dans un contexte où plutôt c'est la hausse des prix qui est en cours. Parce que simplement, depuis 2 ans, nous avons arrêté les subventions à la Société nationale. Il est vrai que le cours du baril avait joué en son temps en faveur de cette baisse de subventions de l'État vers la Société nationale. Mais le développement aussi
de cette énergie diversifiée a permis, en tout cas, aujourd'hui, une mise à niveau, une stabilisation des capacités productives qui sont aujourd'hui presque complètement assurées par le secteur privé. Et ça, c'est notre option. Nous ne voulons plus que l'État se mêle de la production au Sénégal. L'État achètera, transportera et distribuera. Et même pour ça, nous allons évoluer, en tout cas pour le secteur industriel, dans les zones économiques, nous allons évoluer vers la libéralisation de la vente d'énergie. Autrement, dans les parcs industriels, dans les zones économiques, les industriels pourront soit eux-mêmes produire leur électricité, soit eux-mêmes contracter avec un partenaire privé, si ce partenaire peut leur fournir moins cher que la compagnie nationale. Donc voilà où nous en sommes. Maintenant, bien sûr, nous avons de nouvelles perspectives pétrolières. Hier seulement, la société Total a signé une convention de recherche dans le deep offshore et dans l'ultra deep offshore, c'est dire toutes les perspectives qui s'offrent à l'Afrique dans son offshore profond. Et nous avons BP avec Cosmos. Donc, c'est le retour des majors au Sénégal. Ça veut dire que, véritablement, la perspective, elle est là, au niveau pétrolier et gazier. Et donc, cette perspective va, évidemment, révolutionner complètement le secteur électrique, non seulement sénégalais, mais ouest-africain, puisque nous avons des connexions aussi avec la Mauritanie, le Mali, la Guinée, à travers nos organismes de bassin, parce que nous avons une bonne partie aussi d'hydroélectricité, et la Guinée. Donc ce sera tout ce schéma qui va être révolutionné à l'ère du gaz, du solaire, et aussi naturellement des hydrocarbures pour avoir un système électrique compétitif qui permette de tirer l'économie et la compétitivité. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Okay, thank you very much, Mr. President. There is Donna, please. She represents the pension funds from the U.S. Yes, good afternoon, Mr. President. Good afternoon. My name is Donna Sims-Wilson, and I serve as chair-elect of the National Association of Securities Professionals, and we are a trade organization that is leading a delegation here today of approximately 30 United States pension funds from throughout the country. Yesterday, we had a panel where we discussed that the city of Dakar was very close to issuing the first municipal bond ever outside of South Africa. As you know, municipal debt can be used to finance infrastructure. So my question for you today, sir, is where is the country regarding the rule of law, etc., so that the city of Dakar and other cities in your country might issue municipal debt that, by the way, could be purchased by some of the emerging debt funds of the pension funds in the room? Thank you. Do we have any other question? This is maybe the last round because the President has to leave. Any other? On peut prendre une deuxième, Monsieur le Président. OK. Laïda, chez les USDA, c'est important. Hi, I'm Lyda from U.S. Trade and Development Agency. I have a very short and simple question. I'm curious how you would prioritize investments for the private sector. If you have sort of a top 5 wish list of infrastructure investments where you think would be particularly attractive to private sector investors. Je sais pas si c'est de la Quels sont les principaux projets où vous pensez que le secteur privé peut investir? Ok. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour Dana, merci pour l'appréciation que vous faites sur Dakar et le Sénégal. Oui, nous avons essayé, à travers notre longue histoire en matière foncière, puisque nous avons une administration héritière un peu de tradition coloniale française en matière de gestion du foncier, avec un droit particulier, le droit foncier,
qui permettent d'avoir différents statuts de la terre. Alors, d'abord, globalement, la terre, chez nous, c'est un domaine national. Un domaine national qui n'est la propriété de personne, sinon de la nation elle-même. Or, la nation, c'est un concept théorique. C'est un concept immatériel. Parce que la nation, c'est la commune volonté des habitants d'un espace donné, de vivre ensemble sur un même territoire, avec un peu des mêmes valeurs partagées. Donc la terre appartient à la nation. Ça veut dire que c'est toutes les générations, passées, présentes et futures. Nous sommes partis de ce concept philosophique. Donc en 1964, au lendemain de nos indépendances, nous avons dit que ces terres doivent être du domaine national. Maintenant, au sein de ce domaine national, il fallait définir plusieurs domaines particuliers, dont le domaine de l'État. Domaine de l'État, domaine public de l'État et domaine privé de l'État, d'une part. Dans le domaine public de l'État, vous avez tout ce qui appartient à tout le monde. Quand il y a des lignes de transmission électrique qui passent sur des zones, c'est du domaine public de l'État. Ça ne peut pas être donné à un privé, parce que c'est pour la communauté. Quand il y a des routes ou des autoroutes, c'est du domaine public de l'État. L'État a aussi son domaine privé, c'est des terres, ses bâtiments, etc., etc. Mais à côté de cela, il y avait le droit coutumier traditionnel, puisque les gens, depuis la nuit des temps, ils sont nés dans des territoires, ils y ont grandi, donc ils considèrent que cette terre est leur possession, parce qu'ils y vivent. Comment faire alors avec ces populations autochtones qui sont nées sur un sol et qui ont cultivé ou qui ont pêché ou qui ont fait la cueillette pendant des siècles? Comment il faudrait pouvoir concilier les intérêts de ces populations autochtones aux intérêts aussi de ceux qui veulent valoriser ces terres? Puisque les terres aussi doivent être valorisées, sinon elles n'ont aucune valeur et aucun intérêt pour personne. Et c'est là où on a introduit les notions de baux, donc un bail qui peut être fait quand il s'agit du domaine urbain, pour construire des maisons, construire des hôtels, etc., de l'industrie, ou alors des autorisations pour faire de l'agriculture. Et l'État a transféré cette gestion aux communes rurales, qui peuvent faire des délibérations, donner un espace, mais toujours la propriété, encore une fois, on vous le dit, vous pouvez avoir l'usage, mais pas la propriété. Elle posait aussi une question par rapport à l'émission d'obligation de la ville de Dakar. Une émission obligatoire. Le bon, c'est l'émission obligataire. La ville de Dakar est prête à émettre. Qu'est-ce qu'on peut faciliter? Parce que ces fonds de pension peuvent acheter ces obligations également. OK. Donc, je termine sur le foncier global pour expliquer un peu le cadre dans lequel nous travaillons, en tout cas dans cette réforme foncière. Maintenant, quant à l'obligation de la ville de Dakar, je dois avouer que je ne suis pas informé vraiment dans le détail, puisque vous savez, nous avons un État décentralisé. Il y a des choses qui relèvent de l'État central. Si vous me posiez une question sur le bond que l'État du Sénégal est en train de lancer sur le marché, oui, ça je suis, avec le ministère de l'économie et des finances. Les collectivités, leurs bonds, je ne peux pas répondre, parce que ce n'est vraiment pas à mon niveau. Mais c'est sûr que si le bond doit être fait, il doit répondre aux procédures du marché régional qui réglemente, et donc en ce moment, toutes les informations utiles peuvent être trouvées sur place pour permettre à ceux qui veulent investir dans ce cadre de pouvoir le faire. Absolument. Pour le reste, la dernière question, je ne sais plus, c'était... Prioriser les investissements qui se font. Voilà, les investissements, je donnerai la parole, si vous le voulez bien, à M. Muntagassi, qui est le directeur général de l'APIX, qui peut vous faire très rapidement le point sur les secteurs d'investissement où nous attendons le secteur privé, enfin, les projets du plan Sénégal émergent qui peuvent intéresser le secteur privé. Okay. Je vous remercie. Je ne connais pas ce bon de la ville. Merci. Comme il a été indiqué, donc le plan Sénégal émergent
c'est une vision qui a été transformée à travers les opportunités d'investissement qu'offre le Sénégal en portefeuille de projets. C'est 27 projets phares. Et de ces 27 projets phares, nous avons décliné 6 moteurs de croissance. C'est là où donc on va expliquer les secteurs au niveau desquels nous attendons les investissements. Au niveau des infrastructures ferroviaires et routières, dans le portefeuille, nous avons un besoin de 1360 km de voies ferrées. Donc son Excellence a indiqué un des projets qui présente le plus grand linéaire, c'est le chemin de fer Dakar-Bamako, avec donc un tronçon sénégalais qui est bien entamé du point de vue de sa formalisation et de sa formulation. Donc Dakar-Kédougou. C'est un projet qui est bien structuré. Nous disposons des fiches de projet que nous pourrons vous distribuer parce qu'on a des rencontres avec les investisseurs demain pour pouvoir vous les donner sous version électronique. Nous avons aussi, il a indiqué un linéaire de 1170 km de routes, impliquant des routes au niveau de la connectivité, mais aussi des voies routières, mais des voies autoroutières. Ça, c'est au niveau des infrastructures. Nous avons aussi 4000 km de pistes rurales à développer. C'est pour pouvoir faire la connexion au niveau des zones rurales, les zones de production et les zones de consommation. Il a expliqué d'ailleurs en 2 ans ce qui a été fait en la matière et qui représente aussi justement l'environnement des affaires dans le cadre de la mise à disposition de l'implication du secteur privé parce que maintenant, nous avons adapté notre cadre juridique fiscal, nous avons adapté nos modes de passation des marchés avec la loi PPP pour pouvoir embarquer le secteur privé dans le financement dans des délais records. J'en étais aux 4000 km de pistes rurales. Au niveau de l'énergie électrique, nous attendons 1000 mégawatts d'énergie électrique additionnelle dans le cycle sur l'horizon temporel du plan Sénégal émergent. En 2 ans et demi, le directeur d'Africa 50 en a parlé, on a échangé d'ailleurs à Genève la dernière fois sur le portefeuille sénégalais, sur son mix énergétique, et ce qui a été fait jusque-là démontre qu'on a une capacité en la matière en termes de PPP et de IPP sur le domaine de l'énergie électrique. L'expertise est là, l'expérience est là, donc les réformes ou les procédures sont disponibles. Donc sur le domaine de l'énergie électrique. Projet ferroviaire, 1360 km de voies ferrées. Projet routier, 1170 km donc, de routes, incluant des projets autoroutiers. Et aussi, nous avons 4000 km de pistes rurales et aussi 1000 MW d'énergie électrique additionnelle. Au niveau de l'agriculture, nous disposons de 4 millions d'hectares de terres cultivables. Mais l'assiette foncière disponible aujourd'hui, sur laquelle s'est adossée la réforme foncière, en impliquant les collectivités locales, l'État et les investisseurs de référence, nous avons une offre intéressante, c'est les 240 000 d'hectares de terres cultivables au nord du Sénégal, avec une option claire en termes d'irrigation, mais aussi des réformes en la matière ont permis de pouvoir faciliter l'investissement avec des dispositions et des facilités en la matière. Ça, c'est au niveau de l'agriculture. Tant au niveau du nord du Sénégal, parce que nous disposons d'un projet, c'est aussi ce que nous appelons l'autosuffisance alimentaire en riz. Et au niveau du minier, la réforme du code minier donc, a été finalisée dans l'intérêt de sécuriser l'investisseur pour pouvoir faciliter son investissement de manière durable avec l'implication et l'adhésion des populations. Notre sous-sol regorge de 750 millions de tonnes de fer, plus de 500 millions de tonnes de phosphate, 27 millions de tonnes de métaux lourds, 7 millions de onces d'or. La réforme est faite. On a l'est du Sénégal, donc, qui regorge du minier, c'est la mine de fer de Falémé, qui est un projet complexe en 3 composantes
la mine elle-même pour un montant de 650 millions de dollars, le port minéralier de Bargny, donc pour pouvoir récupérer le minier et l'exporter. Ce port, pour sa composante vraquier, est en cours de finalisation. Enfin, en cours. En synthèse, quoi, juste les headlines. Ok, merci. Sinon, il est parti là. Ok, donc au niveau minier, vous voyez très bien, il y a le projet, donc la mine de fer de Falémé avec sa composante minière, la composante portuaire et la composante ferroviaire. Au niveau de l'habitat, donc je vais peut-être m'en arrêter là. Après, je vais parler un peu du tourisme aussi, ça fait partie. Je veux pas que mes... Donc au niveau de l'habitat, nous avons un déficit de 125 000 de logements en logements sociaux, donc un besoin sur le terrain de 10 000 logements par an. Au niveau du tourisme, on a donc 3 plateformes, c'est Pointe-Sarène, c'est Joal-Fignon et Mbodiène. Donc nous disposons en détail de tous ces projets sous forme d'articulation, de feuilles et de fiches projets. Pour chaque projet, à quel moment vous pouvez être impliqué, des projets pour lesquels les études de faisabilité n'ont pas démarré, des projets pour lesquels on a démarré les études de faisabilité, vous connaissez à peu près votre investissement. Voilà en gros ce que je pourrais dire, Excellent Monsieur le Président de la République. C'est très difficile de résumer votre vision et les projets sénégalais. Je ne reviens pas sur les réformes. S'il y a d'autres questions, on est prêt à répondre. Je vous remercie de votre attention. All right. So, thank you. Yeah. So thank you, everybody. I think that there may be additional questions, but time is we're running out of time, and the president has other commitments. And I think it looks like there's a burning question, but I mean, the president, do you want to ask that quick question, my good friend, Pape? Bonjour, Excellence, et merci pour cette excellente présentation. Ma question est très rapide, c'est dans l'anticipation de la production gazière. Je sais que le gouvernement est en train de réfléchir sur un cadre pour permettre aux PME qui veulent soutenir l'infrastructure de pouvoir se développer et créer des emplois. En tant que gestionnaire d'un fonds d'investissement basé à Dakar, je suis très intéressé de voir quelle est l'évolution de ce cadre de réflexion pour que nous puissions soutenir en financement ces PME qui vont découler de cette production gazière. Merci. That's a good question. Merci beaucoup. Alors, je suis un peu perdu dans mes... Alors, je vous remercie. Pour le cadre du gaz, j'ai lancé ce qu'on appelait le comité d'orientation stratégique, le COS Pétrogaz, pour justement réfléchir sur l'environnement gazier, voir un peu les domaines dans lesquels le Sénégal doit développer des compétences. D'abord les ressources naturelles, ressources humaines, pardon, le développement des services et justement la perspective que nous offrent ces gisements de gaz par rapport à l'orientation économique nouvelle. Nous pourrons travailler avec vous directement à travers le COS Pétrogaz, à travers aussi le ministère de l'Énergie, pour voir un peu cet écosystème gazier et pétrolier. Alors pour revenir sur la notion du temps, parce que je ne voudrais pas quand même laisser l'impression aussi que nous sommes toujours lazy en Afrique. Non, nous bougeons quand même et nous avons l'ambition justement de travailler plus vite. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des réformes dans le cadre de l'amélioration du cadre du climat des affaires, fait en sorte que aussi les réponses aux attentes du secteur privé et des investisseurs puissent être améliorées. Nous travaillons même, vous l'avez vu, sur des trains électriques pour que aussi nous gagnions du temps et que nous puissions nous mettre à l'heure de la mondialisation. Mais il faut comprendre cette boutade dans le sens qu'il faut prendre le temps de comprendre les pays et les systèmes. Puisque naturellement, quand on intervient dans un domaine, il faut connaître l'environnement dans lequel on intervient. Et je pense que voilà le dernier mot que je voulais dire en vous remerciant en tout cas de m'avoir permis de participer aujourd'hui, Alain, à cet échange important. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Doing business in Africa, you can't afford to be without Africa Investor.